Les imprimantes 3D sont de plus en plus abordables et fonctionnent désormais parfaitement sur Mac. Alors comment ça marche? L'Eldorado est-il pour demain? Sans oublier un point complet sur les rumeurs concernant les prochaines sorties d'Apple. La pomme va-t-elle passer la démultiplier? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous invite à visiter notre site internet www.onrefaitlemacom. Non seulement vous retrouverez nos 323 émissions, mais désormais des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Ce site, c'est aussi le vôtre. Il est ouvert à vos idées d'articles si vous souhaitez prendre la plume. N'hésitez pas donc à vous inscrire en ligne pour être publié. Et merci, un grand merci à Raphaël Mercier, notre grand ordonnateur qui supervise le site. Avec comme invité cette semaine pour tout savoir sur l'impression 3D, Mathieu Régnier, cofondateur de Diagoma. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va bien? Super. Tu peux nous présenter en quelques mots Diagoma? C'est une start-up française qui construit des imprimantes 3D, mais plutôt grand public, hein, c'est ça? C'est ça. On est en France, dans le nord de la France, à Roubaix, et on conçoit, on fabrique et on vend des imprimantes 3D à destination du tout public, donc de vous. Donc tu nous as envoyé une imprimante, c'est celle qu'on a testée, et qui va nous servir un petit peu, qui sera le fil rouge de cette émission. Vous allez voir, on va imprimer des choses avec et ça marche plutôt bien. En plateau également, il utilise des imprimantes 3D pour réaliser des prototypes de ses créations, un designer habitué de cette émission. Jean-Louis Fréchin de l'agence No Design. Bonjour Jean-Louis, ça va? Bonjour Olivier. Alors tu nous as amené quelques petits objets que tu as designés toi-même et que tu as imprimés. Vraiment, le prototypage, c'est ton quotidien presque. Tout à fait, c'est le prototypage, c'est pas tellement la finalité du travail, c'est plutôt un outil de conception. C'est-à-dire que l'impression 3D nous permet de concevoir, de mettre au point, d'améliorer, d'optimiser tout le processus de création et de l'accélérer. Et on parlera un petit peu du processus de création parce que chez Apple, notamment dans les labos de design que connaît bien Jean-Louis, c'est un objet de choix, l'impression 3D. En plateau, il va nous parler beaucoup de rumeurs cette semaine. Il a quitté ses alpages pour nous rejoindre ici à 42. Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, je suis de retour à la civilisation. En chair et en os, tu t'es pas... Alors, tu sais que moi, je ne l'ai pas amené, mais on m'a imprimé en 3D. On m'a scanné avec un iPad, comme ça, là, en 5 minutes. Ouais. Et on a donc c'est tout petit? Alors oui, je suis quand même d'une taille raisonnable. D'accord. Non, mais c'est assez rigolo, j'ai cette petite silhouette avec ma collègue Laura, qui d'ailleurs, en vrai, fait 20 cm de moins que moi, mais là, donc, ça lui permet d'être à ma hauteur. Tu vois. Parce que là, il triche, en fait, on l'a surélevé un petit peu. C'est un peu le Philippe Bouvard de la tech. En duplex, notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Moi, c'est impossible de m'imprimer, je suis trop gros. Monsieur, tu rentres largement, tu verras. On va essayer de faire ça tout à l'heure. Et enfin, notre community manager Virgile Perron. Bonjour Virgile, excuse-moi. Ça va Virgile? Salut Olivier, ça va très bien et toi? Tu n'es pas très loin, je crois. Hein. Tu es juste quelques mètres de nous. Alors, l'impression 3D, comment ça marche? On en parle. Mais avant, on fait un gros point sur la dernière rumeur concernant les futurs produits d'Apple avec un super busomètre. Le busomètre avec Didier, les rumeurs de sortie de nouveaux produits se sont multipliées du côté de chez Apple suite à la publication du Note de Ming-Chi Kuo, je ne sais pas si je l'ai bien dit, le fameux analyste de TF International Securities. Et il y a du lourd cette semaine, Didier, et ça méritait bien un petit super busomètre. Mais oui, mais il a sorti en fait la roadmap de l'année d'Apple. Alors, il a quand même omis le Mac Pro. Le Mac, c'est pas trop son truc, mais par contre, il nous a quand même parlé donc d'un MacBook Pro de un peu plus de 16 pouces. Ouais. Voilà, peut-être le retour du 17 pouces, mais dans un format un petit peu de 15 pouces par exemple, qui serait peut-être associé à un écran aussi. Alors là, on est sur du 31,6 pouces et du 6K. Ouais, donc là, ça laisse un petit peu pour toi. Et la techno, il te semble assez originale aussi de cet écran. Oui, alors ça pourrait utiliser du mini LED, donc voilà, qui est une techno assez récente qui permet donc d'avoir des couleurs en fait, une luminosité plus homogène au niveau de l'écran. Alors voilà, c'est pas sûr parce que c'est effectivement des technos qui sont encore très peu connus. Est-ce qu'ils vont mettre ça sur des gros écrans? Est-ce qu'ils vont le réserver à leurs ordi? Ce qui est sûr, c'est qu'Apple, au niveau écran là, depuis quelques années, ils sont pas très bons. Ils ont sorti un Mac Pro sans écran en 2013. Les MacBook Pro Retina, les écrans, ils n'ont pas bougé depuis 2013 quasiment. On n'a toujours pas d'écran 4K, choses comme ça. Donc oui, je pense qu'il y a en retard par rapport à leurs concurrents. Ah oui, puis tu vois, tu as un beau bureau, tu veux un bel écran Apple. Aujourd'hui, tu n'en as pas. Tu parlais du HDR, j'en parle, du Dolby Vision, etc. Voilà à quoi pourrait ressembler cet écran. Regardez, c'est une ébauche réalisée par hubapple.com que nous a trouvé notre ami Stéphane sur Instagram. Alors arrêtons-nous, si tu es d'accord un instant sur cette rumeur, Didier, car si elle s'avérait exacte, ce sera le parfait compagnon pour un futur Mac Pro modulaire dont on n'entendait plus vraiment parler ces dernières semaines, ces derniers mois. Et effectivement, si Apple prépare un écran, il serait pour bientôt. Et je crois qu'il y a du tout chaud. Ah oui, là, qui vient de sortir, on enregistre l'émission le mercredi et
Et il y a Bloomberg donc, qui vient de parler donc, de la présentation d'un Mac Pro à la WWDC, à la DubDub, donc au mois de juin. La DubDub. Et c'est le qui donc lui donne les développeurs. Alors le Mac Pro, il sortirait un petit peu comme en 2013, voilà, présenté au mois de juin et puis sorti sans doute en fin d'année, peut-être début de... C'est-à-dire en février comme l'iMac Pro, quoi. Dans très longtemps, en tout cas. Voilà. Donc, C'est un peu fou, c'est vrai qu'il y a un tel process de conception pour une machine qui sont modulaires, qui sont assez simples. Tiens, on va se tourner vers le designer qui est à côté de moi. Allez, je sais pas, ça fait 1 an et demi qu'on en parle publiquement, puis c'est la première fois qu'Apple quasiment annonce une sortie de machine presque 1 an et demi à l'avance. Hein, Phil Schiller avait fait, Phil Schiller avait fait une annonce dans ce domaine en disant, voilà, un modèle modulaire est en préparation. Qu'est-ce qui peut justifier quand ça prend en termes de conception tant de temps? C'est des arbitrages? Quel est ton sentiment? Je ne sais pas. Le nombre de designers chez Apple est à peu près constant. Donc il y a certainement un problème de bande passante. Ouais. Ça, c'est clair. Le second point, c'est que c'est un marché qui n'est certainement pas prioritaire. Non, c'est évident. Parce qu'il y a de plus en plus de puissance disponible pour plein d'usages avec des machines portables ou des iMac. Et les besoins de puissance brute, finalement, sont moins là. Moi, j'ai un MacBook Air, je peux acheter un bidule Blackmagic, validé par Apple d'ailleurs, qui augmente la puissance, la carte, besoin un iGPU. Exactement. Donc, tu es fan de ça, toi? Donc, le modèle même de la grosse tour puissante qui reste la référence dans le monde PC, chez Apple, c'est plutôt de la puissance diffusée répartie que de la puissance concentrée. Et donc, ce n'était pas prioritaire. Mais ils ont quand même des marchés qui font les tendances. Bon, quand on veut investir dans l'achat de films, c'est bien que ces films soient faits sur du matériel qu'on vend également. Donc, il y a peut-être comme ça des... Oui, il faut rassurer, ça va installer et offrir un peu de perspective quand on fait des investissements. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, Mathieu, mais voilà, on a besoin, pour un professionnel, ils ont besoin quand même de se dire qu'une machine va durer et que les investissements, il faut les renouveler régulièrement. Donc là, on est plutôt dans le cul entre deux chaises chez Apple avec la gamme Pro aujourd'hui. Hein. Oui, complètement. Il faut s'assurer du marché, ce qui est un premier challenge et c'est ce que tu soulevais. Et puis après, il y a toujours le cycle de développement d'un produit. Et ça, je peux peut-être en parler un petit peu plus. Ouais, là, parce que tu quoi qu'on fasse, c'est un peu long. Et il y a beaucoup d'ajustements, beaucoup de retouches. Et quand on voit le niveau de finition de certains l'exigence, produits et l'exigence d'Apple d'une manière générale, moi, je peux imaginer que ce soit un peu long. Ouais. Alors, ce qui semble intéressant pour revenir à cet écran, Didier, c'est que généralement, si Apple commence à faire des écrans et produire des dalles de 30 pouces, en tout cas acheter des dalles de 30 pouces qui ne produisent rien du tout, hein, ils utilisent des fournisseurs asiatiques, plutôt à Taïwan en ce moment, pour les dalles, ça voudrait dire que ça devrait une normalisation sous format d'écran. On pourrait imaginer que les prochains iMac seraient autour de ce format-là, sans extrapoler. Ouais, il y a beaucoup de questionnements, hein, notamment quelle machine pourrait en profiter de cet écran, parce que tu sais que afficher de la 6K aujourd'hui déjà à 5K, ça ne sera pas le Mac Mini a priori. Non, il faut du Thunderbolt, ça peut être les derniers Mac Mini, hein, pourquoi pas. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont un GPU assez puissant pour profiter de ces dalles? Bon, pas vraiment. Ça dépend. Ça dépend un petit peu ce que tu fais dessus. Ouais, si tu le charges un peu, on va avoir du mal. Sauf si tu utilises effectivement le GPU de Blackmagic. Alors, il serait équipé de mini LED. Donc, qu'est-ce que ça pourrait changer aussi bien pour les utilisateurs de Mac Pro? On va faire un petit point par rapport au Mac Pro et par rapport à l'iMac. Qu'est-ce que ça peut changer? On avait surtout entendu parler, Didier, ces dernières années de micro LED. On se souvient qu'Apple avait racheté Vux, un spécialiste du micro LED. Micro LED, on en a entendu parler plus récemment lors du CES, puisque Samsung avait présenté encore cette année et même l'année dernière, souviens-toi, The Wall, hein, le fameux système modulaire de ces écrans, et ça c'est du micro-LED. Si on en croit nos confrères des numériques, ce serait plutôt une techno. Mini-LED, en fait, micro-LED, mini-LED, c'est des choses qui sont assez proches. C'est quoi l'avancée concrète pendant En fait, il y a quand même beaucoup de techno aujourd'hui. On a encore du LCD sur des écrans ici. On a ce qui est le rétroéclairage aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui se chevauchent. Et puis il y a l'OLED de nos iPhones. Voilà, il y a l'OLED de nos iPhones. Et il y a des PC qui sont équipés en OLED en natif. En fait, chacun a ses atouts aujourd'hui en termes de coût, en termes de production. Il y a des choses qu'on arrive à faire à grande échelle, d'autres un petit peu moins. Et puis, on a vu, les écrans d'iPhone, ils coûtent très très cher en OLED. Voilà, mais ils ont des impératifs de consommation qui sont intéressants. Donc effectivement, on a cette techno. Alors, c'est pas encore confirmé, c'est toujours de la rumeur, évidemment. Apple a toujours cherché à avoir les meilleurs écrans, qui soient bien calibrés, qu'ils aient un bon taux de contraste, qu'ils aient aussi, tu sais, une surface qui soit bien lumineuse, de manière homogène. Ouais, Et ça, je pense qu'en fait du design, c'est quelque chose qui est quand même très important. On est prêt à payer très cher pour avoir des écrans comme ça. Donc, c'est des technos qui sont très prometteuses. Voilà. Est-ce que tout est prêt pour faire ça en masse? Est-ce que cet écran va être très cher, tu vois, et un produit un petit peu de luxe comme ça, que, mettons, s'il coûte 10 000 balles, forcément, ils auront moins de problématiques de grandes séries.
Je ne sais pas si c'est des produits de luxe. Moi, à l'agence, j'ai des Apple Display. Ouais. Les premiers le plus écrans vieux, plats. Le 30 pouces, il a 9 ans. En aluminium, les premiers en aluminium écran plat de chez Apple. Ils sont increvables. Et en termes de qualité, tant on compare avec des écrans récents, on nous prête des choses. Bon, ils sont tout à fait. Donc, c'est un investissement. Alors, ça ne fait pas marcher le commerce, mais d'un point de vue durabilité, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Aujourd'hui, dans le numérique, des produits qui durent 10 ans, c'est quand même... assez rare, effectivement. Rare. Alors, moi, j'ai lu qu'effectivement, tu as raison, le micro-LED ou le mini-LED, ce seraient deux technologies très proches. Est-ce que ce sera d'abord du mini-LED et après la technologie micro-LED qui arriverait? Bref. Il y aurait effectivement une amélioration de la luminosité, du niveau de contraste, du rendu HDR, un meilleur temps de réponse et moins de consommation électrique. En clair, ce serait très proche de l'OLED, sauf que l'OLED, l'avantage toujours, c'est que, regardez sur cette image, c'est qu'il n'y a pas de système de rétroéclairage qui aurait dans ce système de LED, puisque c'est du LED classique, du LCD. Donc l'enjeu peut-être pour Apple, c'est de permettre la baisse des prix pour ces écrans de qualité-là. Si effectivement ça se traduit par une baisse des prix, pas uniquement sur la durabilité ou je dirais la qualité, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir, notamment si Apple veut intégrer ce type d'écran, voire à des portables plus tard, voire effectivement à l'iMac. Alors les fournisseurs d'Apple, ça tombe bien, qui produisent d'ordinaire les dalles pour l'iMac, comme a eu Optronics ou encore Epistar, ils ont annoncé la production de dalles de grande taille avec la technologie mini-LED, c'est officiel. On a regardé en cherchant un petit peu pour cette émission. Elle est déjà disponible pour le marché, notamment pour les gamers. Voilà, donc en clair, ça devrait pas tarder. Et c'est techno qui commence aussi dans un domaine que tu connais bien, Jean-Louis, à se développer pour l'automobile, puisqu'elle offre un fort taux de contraste, donc en pleine lumière, ça peut avoir un intérêt. Et ça se développe aussi pour la réalité virtuelle. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de lunettes d'Apple, la réalité augmentée. Est-ce que ce serait aussi une possibilité? Pourquoi Apple s'intéresse à cette techno? On verra ça en plein jour, des lunettes, pourquoi pas. Donc on l'a dit, ça touche le iMac et potentiellement le Mac Pro. On a hâte de voir le résultat nouveau. Et puis donc, on l'a dit, le Mac Pro qui pointe le bout de son carton d'ici la fin de l'année. On a hâte de voir. Rumeur suivante. Elle était longue, cette première rumeur. Et oui, mais il y en a d'autres. Bon, évidemment, chaque année, on a des nouveaux iPhones. Donc, cette année, il ne devrait pas y avoir de révolution, mais on nous parle donc d'un triple capteur photo. C'est un peu la tendance. Le Galaxy S10 devrait avoir ça aussi. D'ailleurs, il sera annoncé au moment où on fera l'émission. Ouais. Donc, voilà, un iPhone qui arrivera toujours avec la même segmentation, un 10R, enfin l'équivalent, un 10S, un 10S Max, donc qui s'appellera peut-être iPhone 11. Ouais. Je ne sais pas trop quel nom ils vont. Pas de révolution en tout cas. Pas de révolution. Alors, moi, je pense que la vraie question, elle est aussi sur la connectique. Est-ce qu'ils vont passer à l'USB-C comme sur l'iPad? Moi, j'aimerais beaucoup. On a vraiment envie de s'en débarrasser. C'est pas ce que semble dire Chico. Mais voilà, et franchement, ils sont très mitigés. On entend vraiment tout et son contraire en ce moment. Et puis voilà, est-ce qu'ils vont utiliser aussi d'autres types de matériaux? On parlait de verre dépoli. Bon. Alors, avant de dire un mot sur l'iPad, peut-être les réactions de Stéphane. Apparemment, Apple essaierait de rattraper Huawei, qui était l'un des premiers à intégrer 3 capteurs photo, Stéphane. Mais on sent qu'il joue encore un petit peu la montre. C'est pas forcément le signal qu'on attendait de la part d'Apple, vu les résultats d'Apple et les ventes qui plafonnent du côté de Cupertino. Oui, on est en train de... tout ça, ce sont des spéculations. Donc, c'est vrai que quand on regarde le coffret du Huawei, c'est simple, il y a bien sûr les écouteurs, il y a un chargeur en USB-C très performant qui alimente même mon Mac, pour tout te dire. J'ai presque tout dit. Je parle même plus du téléphone que j'ai maintes fois salué. Le Mate 20 Pro, là, le dernier, il est vraiment exceptionnel. Il bat tous les records de qualité, encore plus que ses prédécesseurs. Donc, et il y a le P30 qui devrait pas tarder pour le Mobile World Congress, normalement, si tout va bien, d'ici quelques semaines. En fait, tu vois, quand on a eu ces mêmes impressions il y a 2 ans, on a eu Face ID qui a été quand même quelque chose d'important. Donc moi, je pense vraiment qu'il devrait vraiment être en capacité de nous surprendre en matière logicielle, parce que la version d'iOS qu'on a aujourd'hui était une de transition qui permettait de stabiliser ce qui avait été fait sur la précédente version. Donc on espère qu'il y aurait de l'innovation et des choses importantes, qui ne soient pas buggées, ni qui puissent être soumis à des failles de sécurité comme on l'a évoqué la semaine dernière. Franchement, il n'y a que des points d'interrogation et toutes les rumeurs qu'on commence à sortir dessus. Moi, franchement, je vois rien déjà de transcendant.
à part qu'ils baissent les prix, alors là, ça voudrait dire que c'est un aveu de faiblesse totale. Non, c'est pas un Mais là, faiblesse, c'est une nécessité pour moi, Stéphane. Mais bon, mais si nécessité, s'ils font, imagine qu'ils baissent le prix des téléphones de l'iPhone 11 ou qu'on va arrêter d'appeler X, parce qu'on va pas l'appeler croix, ouais, bâton, bien sûr. Ouais. je sais pas quoi. Mais voilà, qu'on va l'appeler l'iPhone 11. Cet iPhone 11, s'il il diminue, on a l'impression qu'on s'est fait prendre pour des jambons entre l'iPhone 10 et l'iPhone 10S et 10S Max. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, ils pourront tout faire, le triple capteur, un meilleur écran, etc. On va toujours payer, je pense, un prix. À condition qu'il y ait une véritable valeur ajoutée. Bon, encore une fois, il a encore un petit peu tôt pour. pour. Valeur ajoutée, là, ce sera. Et c'est comme pour Samsung en février. Finalement, cette année, on sait que Huawei deviendra numéro 1 mondial. Ils deviendront numéro 1 mondial cette année, mais pour très longtemps. Alors, il y a beaucoup de rumeurs aussi sur. On a vu aussi cette semaine, il y a eu un papier assez intéressant sur Mac Forever sur justement une prise de conscience de la direction, de nouvelles de priorités qui sont données. Il y a eu on a parlé déjà la semaine dernière d'un jeu de chaises musicales. On y reviendra dans cette émission, de cette réorganisation au sein d'Apple, et on y reviendra également de l'iPhone, peut-être même dès la semaine prochaine. On essaiera de vous faire un petit bilan autour de l'iPhone 10S, 6 mois après sa sortie, et on essaiera de le comparer aux principaux concurrents du marché. Donc on parlait de l'iPhone, mais il y a aussi des rumeurs autour de l'iPad. Oui, il y a les iPads qui se vendent, ceux qui sont pas trop chers. Ouais. Alors Apple s'est un petit peu réveillé. T'as vu, on a eu un nouveau Mac Mini, MacBook Air, tous les trucs qui se vendent bien. Ils disent tiens quand même, si on en peut-être les renouveler de temps en temps. Ça serait pas mal parce qu'on commence à avoir des technos là qui commencent à être vieillottes. J'ai même vu que j'ai vu ce matin sur The Verge qu'ils reproduisaient l'iPhone SE. Voilà, il en faut pour tout le monde. C'est-à-dire que des gens sont prêts à acheter des téléphones qui ont 3-4 ans de conception. Ils les demandent. Donc on peut imaginer si Apple produisait un produit un peu en milieu de gamme, qui soit un bon rapport qualité-prix, je pense que ça pourrait se vendre comme des petits pains. Mais je dis ça, je dis rien. Mais... Et surtout que là, on est quand même sur l'iPad mini, il y a l'iPod Touch aussi, peut-être qui va pouvoir arriver. C'est vrai que c'est des produits qui sont très utilisés, notamment dans la restauration. Enfin, on a besoin des fois de petites tablettes comme ça, de ces petits formats. Donc là, on aura un nouvel iPad mini 5 qui reprendrait en gros le design d'avant. On n'aurait pas de Face ID. A priori, ce serait à peu près le même boîtier. Par contre, l'iPad 6, l'iPad classique, celui qui avait bien marché, parce qu'il était vendu pas très cher justement, il passerait donc de 9,7 pouces à 10,2 pouces, donc ça pourrait être pas mal, tu vois, un écran un petit peu plus élargi. Pour raffiner comme l'iPad Pro, sans forcément être plus gros. Donc moi je vois bien ça arriver. Alors peut-être pour la fin mars. On sait qu'il y a un potentiel annonce d'ici la fin mars pour les services. On va en parler dans un instant. Troisième rumeur. Mais c'est pas les services tout de suite. Non, on va parler un petit peu de l'Apple Watch, mais là, bon, pareil, je pense que la grosse version, elle est vraiment sortie avec la série 4. Est-ce qu'ils vont mettre de la céramique comme le font déjà certains horlogers suisses notamment. Oui, ils l'ont fait déjà dans le passé, la céramique. C'est quand même un matériau qu'on maîtrise bien maintenant, mais ouais, ils l'ont arrêté là. Actuellement, tu peux pas en acheter. Ouais, la version céramique, elle est sortie du catalogue. Exactement. Puis on a vu des petits brevets aussi rigolos, notamment avec un écran un peu flexible, donc qui permettrait d'avoir un écran un peu plus gros, tu vois, qui prendrait plus la forme de ta main. Donc ça, c'est des rumeurs assez intéressantes. Moi, je vois ça plutôt pour après, tu vois, peut-être. Ouais, là, il s'est dit, je vais inonder de rumeurs, mais il y en a forcément une qui va faire mouche arriver à un moment donné. Quatrième rumeur, on parle de service. Oui, on parle de Apple Video, donc qui devrait être présenté fin mars, a priori, à la keynote. Et alors, on a vraiment tout eu. On a eu des gens qui nous ont dit « Ah non, ça va être gratuit », d'autres, ça va être une offre couplée avec, par exemple, Apple Music. Et puis là, on parle maintenant d'un abonnement à $15 par mois, donc à peu près 15 € dans nos contrées, ce qui paraît très, très cher, même par rapport à Netflix. Surtout pour quel contenu, Olivier ? Bah oui, c'est l'enjeu. Apparemment, il y aurait du contenu 100% Apple. On verra s'il y a d'autres contenus. Puis, est-ce que ça va arriver en France ? Ça va rester qu'aux États-Unis. Ça va être une bataille importante, sachant que Disney va sortir son propre service, que ça se muscle aussi du côté des États-Unis. Et on parlait de Huawei, dernière rumeur autour de Huawei. Ah oui, c'est que Huawei, ils ont plein de problèmes en ce moment. Et c'est vrai que là, on a vu notamment donc, une info sortir à propos d'Apple. Donc Huawei aurait espionné Apple. Ils auraient même recruté des gens pour leur faire passer comme ça. Au sein des usines. Voilà, des fausses. Il y a eu plusieurs niveaux. Il y a plusieurs approches. Voilà, des gens qui ont travaillé à Cupertino et ils les avaient interviewés dans l'optique de leur offrir un job. Mais finalement, ce serait surtout pour avoir des secrets industriels. Et puis, ils ont aussi apparemment soudoyé donc, des ouvriers directement à l'usine pour leur demander de dessiner les pièces qu'ils manipulaient quotidiennement, pour avoir des infos sur les nouveaux iPhones, mais aussi pour les Mac. On a vu des charnières de MacBook Pro qui ont été vraiment copiées quasiment à l'identique sur les derniers portables. Donc
Voilà qui va faire plaisir à Donald pour la relocalisation des usines aux États-Unis. Non, je rigole. Allez, on va revenir. Merci pour ce super busomètre, Didier. On va revenir au sujet principal de cette émission, à savoir l'impression 3D. On va tout savoir sur l'impression 3D. On commence avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question que vous a posée sur Twitter et c'est notre ami Virgile qui s'y colle. Virgile, quelle était la question cette semaine sur Twitter ? Alors, cette semaine, on vous a demandé si vous pensiez que l'impression 3D allait se démocratiser. Et donc, vous aviez été presque 300 à voter. Et pour dire que oui, à 34% pour la révolution industrielle. Non, c'est trop compliqué à 31%. Non, c'est trop cher à 23%. Et enfin, oui, c'est écologique à 13%. D'accord. Donc, on retrouve là à peu près, Mathieu, le pouls du marché, à savoir tout ce qu'on peut entendre et son contraire, les arguments pour, les arguments contre l'impression 3D. Complètement. C'est trop cher. Dagoma, non, c'était pas trop cher. Alors, Dagoma, non, c'est pas trop cher. Mais c'est surtout, je pense, une approche globale. C'est-à-dire que l'impression 3D aujourd'hui est accessible. Elle est accessible d'une manière générale pour chacun à moins de 500 €. Aujourd'hui, une imprimante d'entrée de gamme comme celle que tu nous as fait l'amitié de nous prêter pour cette émission, ça commence à quel prix concrètement ? Alors, chez Dagoma, nos imprimantes, c'est entre 300 et 500 €. Ouais, donc c'est pas un budget, voilà. C'est le prix d'une belle imprimante classique pour imprimer sur du papier. C'est le tiers de votre téléphone. Ouais, oui, même pas. Tu l'as dit. Donc non, c'est accessible. En fait, le vrai challenge, et c'est ce qui ressort de ce sondage, c'est que l'imprimante 3D paraît être quelque chose de complexe. Voilà. Et donc ça, c'est notre plus gros challenge aujourd'hui chez Dago, c'est d'expliquer et de travailler avec nos utilisateurs clients pour leur faire rentrer dans le monde de la 3D, le monde merveilleux de la 3D. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis quelques temps, j'ai ramené sur ce plateau un petit bouquin. En fait, avec les imprimantes qu'on vend, on livre un petit bouquin qui est un guide de 21 jours. Alors pourquoi 21 jours ? Parce qu'en 21 jours, c'est assez connu, on peut attraper une nouvelle habitude. Voilà. Et l'idée de ce petit guide, c'est qu'au fur et à mesure des 196 pages, on va vous apprendre, alors à utiliser l'imprimante dans les quelques premiers jours, et puis après à modéliser, à réparer, à customiser. Et puis voilà, puis vous allez pouvoir réellement avoir un usage de votre imprimante 3D. Et je lisais sur Twitter lorsqu'on a lancé le sondage en disant mais pourquoi vous faites ce type d'émission, c'est pas encore plug and play, pourquoi vous parlez d'impression 3D, ça reste encore quelque chose de très cher. Ouais. En fait non, c'est plug and play. J'étais agréablement surpris en branchant l'imprimante, on va le voir dans un instant, ça se branche en USB comme une imprimante classique sur le Mac. Il y a des pilotes comme sur Mac, c'est un utilitaire. Et puis surtout, moi j'avais gardé l'image de ces imprimantes 3D qu'on montait soi-même. En fait, non, il n'y a rien à faire. Il y a juste à l'allumer, quasiment. Exactement. Au choix, en fait, il y a des modèles en kit si vous êtes un peu bricoleur et que vous avez envie de mettre les mains dedans, ainsi que de comprendre la techno, parce que c'est vrai que le fait de la monter, ça va vous permettre aussi de bidouiller. Oui, à terme, ce n'est pas forcément l'idée où veut aller le marché aujourd'hui. Mais c'est clairement pas la cible. Et donc, il y a des imprimantes plug and play, hyper simples d'utilisation, sans aucun réglage. En tout cas, c'est... celle que nous on vous a envoyée, la Magis. Voilà, vous la branchez, vous préparez votre fichier sur votre PC ou sur votre Mac, et puis c'est parti. Ou sans ordinateur, parce que ça fonctionne aussi de manière autonome. On va vous montrer ça dans un instant. Alors l'impression 3D, comment ça marche ? On en parle dans ce prochain chapitre. L'impression 3D, comment ça marche ? C'est un peu un mi-chemin, Mathieu, entre le principe d'une imprimante classique, l'imprimante pour le papier avec l'encre et d'un pistolet à colle, un peu l'idée. Hein. C'est ça, une imprimante 3D, c'est ni plus ni moins, j'aime bien l'expliquer comme ça, qu'un pistolet à colle qu'on va venir déplacer au bon endroit, au bon moment, et on va venir déposer la bonne quantité de matière. La bonne quantité de matière pour faire des objets. Alors, j'ai fait des petits logos, on refait le Mac. Magnifique. Incroyable. Des porte-clés, ça se décline, c'est incroyable. Et voilà, et donc on vient déposer la bonne quantité de matière, puis tout doucement, on va monter, couche après couche, pour fabriquer des objets de plus en plus grands. On peut imprimer des objets de quelle que soit leur taille, en fait, finalement. Hein. Ça peut aller de 2-3 cm, voilà, comme les petits porte-clés, aux objets beaucoup plus volumineux. Donc la buse de plastique, là, j'ai le consommable qui est ici. La buse, je te le donne pour qu'on le montre mieux en plateau. La buse de plastique, en fait, chauffe. Exactement. La buse de l'imprimante chauffe le plastique qui fond.
et se diffuse et se dépose sur le plateau en fait. C'est ça, un petit peu comme un pistolet à colle. En fait, on va venir déposer ce petit filament de plastique. Alors chez Dagoma, on va vous expliquer pourquoi, mais on préfère le PLA, un plastique biosourcé. Voilà, mais globalement, les imprimantes 3D peuvent imprimer... recyclé, en clair. Alors, qui est recyclable. Recyclable. Voilà, il est fabriqué à base d'amidon, de maïs, pommes de terre, betterave. D'accord. Donc voilà. Je peux le manger. Allons-y, donc vous pouvez goûter. Tout de suite. Voilà, et on va venir le chauffer et puis le déposer couche après couche pour fabriquer votre objet, pour matérialiser l'objet digital que vous avez sur votre Mac. Et en termes de consommables, on sait qu'on a un peu une réaction épidermique quand on parle de consommables et d'impression, parce que dans le secteur de l'encre, ça coûte très cher. On ne paye pas cher l'imprimante, mais le consommable est facturé assez cher. Ça coûte combien une bobine comme celle-là aujourd'hui ? Alors une bobine comme ça, c'est 9,90 €. C'est 250 grammes. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Parce que c'est ça la vraie question. Une coque de téléphone, par exemple, ça va consommer 50 à 60 grammes. Voilà, donc avec 250 grammes, vous pouvez en faire jusqu'à 5, par exemple, pour 9 €. Voilà, ça vous donne un petit ratio un petit peu de ce que vous pouvez faire avec. En fait, dans l'impression 3D, et ça c'est un procédé qui est assez magique en termes de production, il n'y a pas de perte de matière. Donc tout ce que vous allez utiliser, tout ce que vous allez consommer, vous allez l'utiliser pour fabriquer votre pièce. Voilà, il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de perte. Tout est utilisé. C'est ce type d'imprimante que tu utilises aujourd'hui, toi, où tu vas plus vers des choses un peu plus évoluées. Ça, c'est plutôt des modèles grand public, on voit là, aujourd'hui. Oui, ce qui est important, c'est de considérer comme la photo à son époque, comme l'image numérique, comme la programmation, que tout à chacun peut découvrir un monde qu'il ne connaît pas. Alors nous, on a la chance de le découvrir parce que les designers savent modéliser en 3D. Donc on a une machine un tout petit peu plus sophistiquée, mais qui est exactement sur le même principe, avec les mêmes technologies, une MakerBot pour la citer. Et puis quand on a des besoins un peu plus... poussé, un peu plus de finition, de décision. On fait appel à des sociétés qui nous permettent d'avoir des finitions un peu meilleures. Donc on combine... Donc ça, c'est un objet imprimé en 3D ? Voilà, imprimé en 3D avec des finitions un peu supérieures, en polyamide, avec de la poudre, mais le principe est le même, il a simplement une meilleure résolution. Donc on met au point avec des outils comme ceux-là, et puis ensuite on valide où on fait les maquettes avec ces technologies. Et c'est un peu l'analogie qu'on avait trouvée en préparant cette émission, Jean-Louis. En gros, on peut avoir une imprimante chez soi pour imprimer quelques photos, mais dès qu'on veut quelque chose d'un rendu un peu plus professionnel ou une qualité d'art, on fait un tirage d'art. Toi, c'est la même chose pour l'impression 3D. Exactement. Alors ça, c'est pour la partie conception. Mais grâce à l'impression 3D, on peut aussi changer les business models industriels. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer industriellement des produits uniques. Un peu comme les petits, la série de... Ou cette tasse, on avait eu un prix avec Sculpteo au CES, avec un produit qui s'appelle 3D. Ça, c'est imprimé en 3D. Voilà, c'est imprimé en 3D. C'est quoi ? C'est de la céramique, ça ? Alors, c'est de la céramique, c'est un produit, c'est un mélange de polyamide et de plâtre. Ouais. Et ensuite, c'est émaillé dans une même chaîne. Donc, c'est un objet qu'on connaît. Et pourquoi il est intéressant ? Parce que, je ne sais pas si on voit, mais il y a le profil de quelqu'un, une femme, mon amoureuse, et on produit des objets qui ont une signature unique, celle des personnes qui sont elles-mêmes uniques sur les objets de la famille. Donc la tasse quand un bébé naît, le service pour le mariage, etc. C'est des objets uniques. Et là, on est des technologies industrielles très flexibles qui permettent de fabriquer des pièces uniques. Alors, entre artisanat et industrie, c'est intéressant. Alors, on va voir plus en détail tout à l'heure les développements qu'on peut imaginer dans le futur, parce qu'on a un peu promis tout et n'importe quoi autour de l'impression 3D à Didier, et vraiment voir s'il y a un Eldorado qui va enfin arriver, parce qu'on l'a annoncé des monts et merveilles ces dernières années. Toi, de ton côté, Mathieu, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Qu'est-ce qu'on peut imprimer concrètement avec ton imprimante ? Tu nous as fait des petits... Moi, j'ai fait des badges et des porte-clés, parce que quand on rentre dans l'impression 3D, on a tendance à vouloir personnaliser. Ouais. Voilà. Et c'est un des premiers usages assez faciles. Pour la petite histoire, parce que je vais quand même rebondir sur ce qu'on vient de se dire, chez Dagoma, on imprime nos imprimantes. Donc en fait, on a 250-300 machines qui tournent 24/7. On l'a pas dit, mais elles sont donc conçues et construites en France. Exactement, elles sont conçues et développées et fabriquées en France. Et en fait, on utilise nos imprimantes pour fabriquer nos imprimantes. Voilà, donc la base de la machine, le top de la machine, il y a plein de parties, plein de pièces de la machine qui sont fabriquées en impression 3D. Pourquoi on fait ça ?
Pour 2 raisons. La première, c'est parce que financièrement, c'est pertinent. Et si c'est pertinent pour une petite entreprise, c'est que c'est pertinent pour beaucoup de gens aujourd'hui. J'imagine. Et la deuxième, c'est parce que ça nous permet, et c'est exactement ce que tu viens d'évoquer, une énorme flexibilité. Et ça nous permet de pousser des mises à jour hyper régulières. Et ça nous permet surtout de ne pas devoir attendre une nouvelle release qui peut arriver une fois tous les ans et demi, tous les 2 ans. Mais ça nous permet de pousser des mises à jour qui sont hardware, qui sont mécaniques, de manière quasiment mensuelle, tous les mois et demi, incrémentale. Après, qu'est-ce qu'on peut imprimer avec une imprimante 3D ? Absolument tout ce qui est en plastique dans notre environnement actuel. La seule limite qu'on a aujourd'hui, c'est la limite de volume. Parce qu'une imprimante, voilà, exactement. La taille de votre imprimante va déterminer plus ou moins ce que vous allez pouvoir imprimer. Après, vous pouvez toujours fixer et attacher des choses entre elles, mais le premier frein, ça va être la taille. Alors, tu nous as imprimé des petits... Il y a une petite surprise aussi, je crois que tu nous as préparé. C'est ça. En fait, on raconte souvent que l'impression 3D, c'est monochrome. Et en fait, non, pas du tout. L'impression 3D, ça peut être multicolore. Hop, j'ai imprimé un magnifique customisé vieille Apple de 1984, 80, voilà, tout ça. Et donc tu as un petit support d'Apple Watch de recharge. Un petit support qui permet de venir recharger l'Apple Watch, spécial dédicace pour On refait le Mac. Bon, on va vous en imprimer quelques-uns et on vous les offrira pour ceux qui répondront sur Twitter. Quelle est la marque qui est invitée cette semaine ? Voilà, c'est improvisé. Quelle est la marque qui est invitée cette semaine dans cette émission ? Ceux qui répondent sur le Twitter recevront un petit support pour Apple Watch et des petits porte-clés que nous a fait pour nous spécialement nos amis de chez Dagoma. Qu'est-ce que un peu ta réaction en plateau, Didier ? Qu'est-ce que tu penses de cette évolution que je disais, on a annoncé Monts et Merveilles. La démocratisation a été lente. Oui, mais ça fait un petit moment que ça existe. Enfin, nous, on en a autour de nous depuis un petit moment. C'est vrai qu'on en parlait juste avant, mais il y a beaucoup d'étapes en fait quand on a une imprimante. On se dit tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ? Est-ce que c'est vraiment utile pour ce que je fais ? Mais en fait, il y a aussi beaucoup l'étape d'avant qui manque. C'est-à-dire, des fois, tu aimerais scanner un objet assez facilement pour pouvoir l'imprimer. Par exemple, ta coque de téléphone qui est cassée, tu voudrais la refaire. Enfin, je te donne un exemple comme ça. Et puis, il y a aussi tout l'aspect finition. C'est-à-dire qu'effectivement, les produits, bon là, on les voit pas bien de près, mais... En gros plan. Voilà, tu vois qu'il y a de nouvelles caméras, il ne faut pas les montrer en gros plan. Mais ce que je veux dire, c'est que les produits qu'on a là, si tu les regardes de trop près, ils ne sont pas très jolis. Il faut les polir, il faut les poncer, on peut les peindre. Ouais. Il y a du vernis. Là, ils sont bruts, entre guillemets. Voilà, donc effectivement, le process industriel, lui, il a déjà... Tu vas chez Sculteo, ils te font des produits totalement finis. Sculteo, c'est un prestataire, c'est ça ? C'est un prestataire qui a des très grosses machines, des machines qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Un imprimeur industriel, avec des technologies qui ne sont pas celles du pistolet à colle dont on parlait tout à l'heure, mais qui vont être celles du bac à poudre, en fait. Et c'est un laser qui va venir faire fusionner des petits grains de matière ensemble. Voilà, donc la techno n'est pas exactement la même, et elle permet en effet de monter en précision pour avoir quelque chose d'un peu plus fini. Et aussi d'avoir des matériaux beaucoup plus vastes, parce qu'ils font aussi des bijoux, donc en métal. Ils font aussi de la céramique, ils font énormément de choses qu'on ne peut pas faire chez nous, parce qu'en fait, il faut des grosses températures de fusion. Et puis, c'est pas le même coût de fabrication non plus. Et alors, quelles sont les étapes à suivre ? Il faut au préalable télécharger un modèle, un plan. Et ça, j'étais surpris, on en trouve pas mal sur Internet, en fait, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est de l'open source, je crois. Alors, il y a énormément de plans en open source. En fait, le monde de l'impression 3D est né un peu d'un mouvement open source. Depuis 2006 à peu près, le jour où les brevets sont tombés dans le domaine public, il y a tout un élan open source qui a poussé l'impression 3D. Et donc, aujourd'hui, vous allez sur des sites comme Kulz 3D, qui sont des copains français qui ont pas mal de modèles assez quali sur Internet gratuitement. Vous allez sur Thingiverse, il y a plein de plateformes qui vont vous permettre de trouver des modèles 3D, comme celui qui est imprimé ici, gratuitement sur Internet. Ensuite, vous le téléchargez comme vous le ferez sur Google pour télécharger une photo que vous souhaitez imprimer. Et puis, vous le passez dans un logiciel, ce qu'on appelle un trancheur en français, un slicer en anglais, qui va venir en fait découper l'objet en fines tranches, en fines lamelles. Et c'est ce logiciel, Cura by Dagoma, qui va préparer votre fichier pour le donner à l'imprimante, et l'imprimante va être capable de l'imprimer. Voilà. Donc ça se fait vraiment en 3 étapes. Passer un logiciel 2D, une image à plat en 2D à une image en 3D. À une image en 3D imprimable. Voilà. Et c'est un peu le procédé que tu utilises. Didier l'a dit, Jean-Louis, la difficulté, c'est effectivement de modéliser en 3D un objet. Donc on aimerait bien
soit créer un objet, donc là il faut vraiment avoir des talents de designer, hein, donc il faut, c'est de l'art en clair, et au-delà on aimerait pourquoi pas dupliquer un objet de la maison pour pouvoir le reconstruire, et c'est là peut-être où la difficulté est je pense qu'on se trompe, on Oui. n'achète pas une imprimante photo pour imprimer des photos qu'on trouve sur Internet, on achète une imprimante photo pour imprimer ses propres photos. Oui. Donc je crois que l'enjeu, et ce bouquin le démontre très bien, et celui-là fait par des grands spécialistes français, l'impression 3D, Berthier Liot, mon ami, et Samuel Bernier, grand designer. je ne sais pas si on l'a assez vu, mais c'est pas Le grave. but, c'est de donner le pouvoir aux gens, donc leur apprendre à modéliser ou trouver des moyens de modéliser par rapport à des besoins qu'ils peuvent avoir, réparer, inventer, décorer, s'amuser, etc., faire des jeux, ou faire de la conception plus professionnelle comme nous on peut le faire. Et ça, c'est possible. Parce que imprimer des petits Mickey qu'on a trouvés gratuitement sur Internet, bon, on appelle ça des crotchets, ça n'a pas grand intérêt. Oui, c'est pour démarrer, c'est amusant à un Pour moment démarrer, donné. c'est sympathique. Ouais. Mais très vite, la personne qui aime le train électrique, il peut faire ses propres décors. La personne qui fait son réseau électrique, il veut intégrer ses fils, il fait ses propres boîtes pour caler ses fils. La personne qui veut réparer sa plomberie et faire des attaches spéciales, parce que dans sa vieille maison de 1920, il n'y a plus les petits boutons de placard. Chez Sculpteo, c'est la star absolue, les boutons de placard. On a une jolie cuisine ancienne, le bouton est cassé, il faut le réparer. Bon. Et ça, c'est les vrais enjeux de l'impression 3D. Après, c'est la limite de la créativité des gens. Ouais. Et c'est vrai que pour nous, il y a un vrai problème de finition. Donc la plupart du temps, on termine en allant chez un prestataire. Sculpteo est plus qu'un prestataire parce qu'il développe des technologies absolument fantastiques, mais qui permettent de faire des pièces mécaniques, donc qui sont un peu comme des bracelets de montre avec des C'est-à-dire qu'on voit là, c'est quoi? Voilà, C'est comme une smart cover de chez... C'est une coque, Mais après- et dans un bracelet de Rolex, on est obligé de mettre des axes. Alors, mets-la plus au centre, comme ça, On est obligé de mettre des axes pour avoir l'articulation. Là, tout est imprimé en une fois. Donc, c'est D'accord, absolument c'est étonnant. fantastique. Et pour avoir une finition de maquette pour faire des photos, effectivement, ce que tu disais, là, on est obligé de mettre un petit peu d'après, de ponçage, parfois un peu de mastic, de peindre et d'avoir... donc ça fait gagner du temps au maquettiste, ça fait gagner du temps à tout le monde. Alors, bonne nouvelle, donc il y a des drivers pour Mac pour l'imprimante Dagoba, mais c'est vrai que par contre, quand on veut modéliser en 3D des objets, le Mac est un peu le paro pro en ce moment. Ça c'était dans les années 80. Aujourd'hui, il y a un logiciel qui a un standard qui permet de faire des bateaux de course, qui permet de faire de la 3D, qui permet de travailler avec des industriels, qui s'appelle Rhino, qui est un peu compliqué, qui est un peu une interface avec beaucoup d'icônes, mais qui est extraordinaire, qui est un standard. Il y a un autre logiciel beaucoup plus simple que Berthier adorait, qui est SketchUp, où on peut faire des choses formidables. Alors lui, il est très très simple, avec une métaphore d'interface vraiment un petit peu très proche de la maquette papier et de la pâte à modeler en même temps. Enfin, il est assez fantastique. Puis il y a plein après d'outils encore plus simples, etc. On pense souvent à Katia lorsqu'on fait de la conception, la vraie CAO. Ça, par contre, le Mac, c'est mort. Katia, sur c'est PC. l'aristocratie absolue. Ouais. C'est des amis d'assaut là, on qui est dans font ça. l'industrie, on est dans l'industrie 4.0. Katia et SolidWorks, qui est son petit frère américain un peu plus simple, que nous, on peut utiliser parfois à l'agence. Là, on est vraiment dans le monde professionnel, alors où on parle aux imprimantes 3D, mais également aux fraiseuses 7 axes, c'est-à-dire aux machines qu'il y a beaucoup chez Apple. Les machines qui servent à fabriquer nos PowerBooks sont aussi des machines qui d'abord servent à les prototyper. C'est un petit peu comme vous, hein, vous êtes une sorte de mini Apple, c'est vos machines qui fabriquent vos machines. On va chez Apple, les machines qui servent à prototyper les Macs sont celles qui, quand on en met 100 en série, les fabriquent en série. C'est comme ça qu'on évite que d'autres concurrents soient susceptibles de copier, on en parlait tout à l'heure, en gardant ça secret dans les usines de Cupertino, parce qu'il y a des vraies usines tout à pour fait, les ils ont une prototypes. mini-usine, leur atelier maquette, c'est une mini-usine, mais on ne parle plus d'impression 3D, on parle de prototypage rapide, ce qui est une notion un petit peu plus élargie, c'est-à-dire qu'on est agnostique sur les technologies qu'on utilise, qu'elles soient impression 3D, donc additive, qu'elles soient du copeau, donc soustractive, on enlève de la matière. Et dans le monde de l'aéronautique, qui donne un peu le là dans ces technologies-là, on a les deux. On fait du copeau, mais aujourd'hui, on utilise aussi des machines d'impression 3D pour fabriquer des pièces de rechange qui sont très chères dans l'aéronautique, et pour les fabriquer à la demande pour éviter de les stocker. Donc là, on est vraiment dans l'industrie du futur. Mais de votre produit que j'aime beaucoup aux machines d'Airbus pour faire des pales de réacteurs, ou de Rolls-Royce plutôt, de Snecma, c'est les mêmes choses, c'est la même histoire. La techno est la même. La même base. Et un jeune gamin ou une jeune gamine qui commence avec ça, elle peut finir ingénieur chez Airbus et chez Safran.
Ouais. Tu me disais que cette techno a profondément changé ton approche de designer, mais aussi des ingénieurs. C'est plus de liberté. Pourquoi ça, plus de liberté avec l'impression 3D? Pour nos designers, ça, comme le Mac avec la PAO, ça nous a donné la possibilité d'expérimenter sur la typographie. Avant, c'était les photocomposeurs. Et de faire la photogravure, c'est-à-dire de jouer avec les couleurs. Alors, au début, de faire des choses très moches et puis d'apprendre. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de diversité typographique grâce au Mac. C'est un petit peu la même chose dans l'impression 3D. On a récupéré dans les agences de design ce qu'on appelait la conception mécanique, des choses très compliquées, avant le moule, etc. Bon, c'est un truc d'ingénieur, c'est pas pour vous les décorateurs, designers. Et en fait, on fait des plans, et puis on les met au point, puis on voit ça marche pas bien, ça marche bien, et on récupère une partie de la mise au point pour avoir, comme cet objet-là, qui n'est pas vraiment une forme démoulable. On a pu avoir cette forme compliquée avec toutes ces courbes, ces contre-courbes démoulables, parce qu'on l'a vraiment mis au point en vérifiant avec une impression 3D. Et dès qu'on a des mécanismes comme ça, on peut le dessiner avec des tolérances, ça s'apprend. Mais le vérifier, c'est quand même plus pratique. On parlait du Mac et de l'impression 3D. Virgile, en préparant cette émission, on a trouvé aussi des utilitaires, je crois, sur iOS qui fonctionnent assez bien, même s'il faut mettre un peu la main à la poche, hein, Virgile, c'est ça? Plusieurs applications qui permettent, par exemple, de faire en l'occurrence son buste avec le scan de l'iPhone 10, 10S. Avec Face ID, en fait. Avec Face ID, exactement. Et du coup, après, on peut exporter si on paie l'application, évidemment. Alors, il y a STL Maker, hein, c'est ça, c'est la première application. Hein, STL Maker voilà, et Bellus 3D. STL Maker, voilà. Et ensuite, du coup, après, on peut exporter ça en fichier STL, qui est le fichier qui sert à modéliser en 3D son image, et qui, du coup, par la suite, sert à l'imprimante 3D pour imprimer. Voilà, et on a trouvé aussi un petit utilitaire qui s'appelle Shaper CAO, qui permet carrément de faire de la modélisation 3D et de modéliser quelques objets de base pour pouvoir produire et remplacer éventuellement le petit bouton de porte qui manque dans la cuisine. Il y a énormément de filmmakers, comme on dit, de youtubeurs qui fabriquent leurs propres accessoires photo, de caméras, de GoPro, etc. avec de l'impression 3D. Et certains ont des vieilles machines un peu légendaires, il n'y a plus les accessoires, il n'y a pas les bons pare-soleil. Ils fabriquent tout ce qu'on met autour de la GoPro, de son Nikon, de son Canon, etc. C'est assez créatif dans ce champ-là. Revenons au principe de base de l'impression en 3D. Comment ça se passe l'impression? Une fois que, donc, on l'a dit, on a téléchargé un fichier ou créé soi-même un fichier en 3D si on est designer, ou si on a un peu de patience et on sait utiliser le logiciel de CAO. Donc on l'a dit, on branche l'imprimante directement en USB, c'est ça, à l'ordinateur, ou on glisse directement le fichier sur une carte SD? Oui, alors nous, ce qu'on recommande, c'est de ne pas brancher l'imprimante, parce que l'imprimante est autonome. Et puis on va en parler, c'est parfois un petit peu long. C'est qu'Apple a viré les cartes SD, donc ça devient un peu compliqué sur ces engins-là. Il a viré les cartes SD, mais aussi les ports USB. Oui, ça devient très très compliqué de brancher ça. Donc oui, une fois que vous avez soit dessiné, soit téléchargé votre objet, vous le glissez dans Cura by Dagoma et là vous choisissez en fait la finition, parce que la finition vous pouvez déterminer si vous voulez que ce soit. Alors je te coupe, la finition c'est comme la résolution de nos imprimantes photo. C'est la finesse finesse du trait en fait, tout simplement, l'épaisseur de la couche qu'on va décider de faire. Plus elle est fine, plus ce sera joli, plus ce sera long. Alors en moyenne, par exemple, pour faire ce type de petit Mac, il te faut combien de temps? Alors pour faire le petit Mac, sans le logo RLM, sans la bicouleur, sans tout ça, il va falloir par exemple 2h30 à peu près pour une pièce comme ça. En version de base. En version de base comme celui-là. Non traité. Non traité. C'est quand même très 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 acceptable. Hein. Et je garde la montre avec. Non, c'est voilà. Très chouette. Et si tu pouvais nous faire un vrai de la même taille, j'en voudrais bien. Pourquoi pas. Ça devient rare aujourd'hui. Mais et plus on augmente la résolution, plus le temps va se multiplier, j'allais dire s'augmenter, mais clairement se multiplier, puisqu'on va pouvoir jusqu'à doubler la résolution et donc multiplier le temps par 2,5. Voilà, grosso modo. Concrètement, je ne sais pas qui veut réagir là-dessus, mais peut-être un utilisateur, comme toi avec Didier ou Stéphane, la durée d'impression, c'est plutôt ça le frein aujourd'hui à l'adoption? Je sais pas, moi je suis assez partagé. Effectivement, c'est pas devenu le produit grand public que beaucoup espéraient. Il y a, on a fait un reportage il y a pas très longtemps où la Poste avait installé je sais pas s'il y en a encore là à Boulogne et tout. Ils avaient fait des petites stations. Il y en avait une à Bonne Nouvelle à Paris et en préparant cette émission et le point d'impression a fermé. Il est maintenant à Boulogne effectivement. Mais on en trouve dans les Fab Labs, etc. Enfin, il y a ce côté un petit peu où on n'a pas forcément envie d'acheter, d'entretenir le matériel, mais de pouvoir l'utiliser de temps en temps dans les espaces de coworking aussi. On en voit un petit peu parce qu'en fait c'est un besoin que tu vas avoir de temps en temps. Par exemple,
exemple, je te prends un exemple. L'autre jour, comme ça, on fait de la voiture téléguidée avec les enfants, et on avait un petit bout, une petite pièce qui était cassée. On s'est dit, tiens, ce serait cool, elle est facile à dessiner en 3D, même, tu vois, sans être très très bon, tu arrives à la refaire, tu as les dimensions. Et à ce moment-là, tu aurais besoin de faire ça plutôt que d'essayer de la commander. Des fois, elle n'existe pas, etc. Donc, ponctuellement, moi, je pense qu'on va avoir ces petits besoins et on va dire, tiens, c'est possible de faire ça. Mais c'est vrai qu'après, est-ce que vraiment tout le monde aura une imprimante 3D chez soi ? Il faudra que ce soit rapide, il faudra que tous les matériaux soient pris en compte, il faudra que ce soit très facile d'importer des modèles. Enfin, il y a beaucoup de conditions qui font... On n'est pas encore dans la machine de Tintin, tu te rappelles, où tu mettais ton produit à gauche et il a sorti à droite, qui était quand même précurseur à l'époque. On y va, j'ai l'impression. Le scan, on en a parlé, ça arrive sur nos téléphones, avec Face ID et puis d'autres. Ça va être un formidable accélérateur. Ça va être un accélérateur formidable. Après, le temps d'impression, je pense qu'il faut aussi le relativiser dans le sens où, mais finalement, c'est pas toi qui pédales pour faire avancer la machine elle est autonome, elle est dans un coin, et puis tu as ton objet 2-3 heures après. Tu le disais, Jean-Louis, tout à l'heure, Apple utilise beaucoup l'impression 3D pour la conception de ses produits au quotidien, pour le prototypage. Apple a été un précurseur, tu le disais aussi, pour la PAO pendant de nombreuses années, qui a formidablement démocratisé cette pratique qui aujourd'hui est entrée dans tous les foyers. Est-ce que ce qui ne manque pas finalement pour qu'il y ait une formidable accélération à la fois des coûts de réalisation de ces produits et qui coûtent de moins en moins cher et que la technologie progresse plus vite, qu'un grand constructeur se positionne, pourquoi pas un Apple demain ? J'y crois pas du tout. Pour une raison simple, c'est que depuis 10 ans, Apple va plutôt vers des outils de consommation comme l'iPad. Les ordinateurs se simplifient, des outils de production. Le temps glorieux du Mac, de la PAO et du Mac FX, c'est fini. HP y est allé, Hewlett-Packard, qui est un grand acteur historique de l'informatique, avec ses solutions d'impression, à côté des solutions d'impression, donc les imprimantes de couleurs, les plotteurs, les traceurs. Ils ont une offre d'impression 3D qui est vraiment intéressante, on en parlait. Oui. Donc HP a joué son rôle et c'est même là où ils sont le meilleur aujourd'hui, parce que un ordinateur HP, je ne sais même plus si ça existe. Ça existe, mais ça fait plus. C'est plus au cœur de business. C'est plus le cœur de ce qu'était un ingénieur il y a 30 ans quand on lui offrait un ordinateur Hewlett-Packard. Par contre, dans l'impression... Parce qu'il est imprimé en 3D, notre studio. Voilà, dans l'impression, ils sont vraiment légitimes et c'est intéressant. Et je crois que c'est profondément pas un marché grand public, à quelques exceptions, le marché des amateurs, des hobbyistes, et qu'on a déjà évoqué, qui existe, qui a toujours existé, et qui va être modifié de niche de marché par ces produits-là. Par contre, ça va changer l'industrie profondément. Bon, on va en parler. Quel futur pour l'impression 3D juste après la question stockage. Comment sauvegarder un Mac en réseau via Time Machine ? Vous avez plusieurs Macs en réseau à la maison ou au bureau. Plutôt que de sauvegarder chaque ordinateur sur un disque externe, il est bien plus économique de sauvegarder l'ensemble de vos ordinateurs sur un seul disque dur connecté à un Mac, relié à votre réseau faisant office de serveur Time Machine. Non, il n'est pas nécessaire d'investir dans un NAS. Sachez qu'un disque dur externe suffit à condition de disposer d'une grosse capacité de stockage. Le NEC Plus Ultra étant de disposer d'une version RAID où vos données sont copiées automatiquement sur un second volume par sécurité. Le disque externe doit demeurer en permanence connecté au Mac, faisant office de serveur Time Machine, de préférence un ordinateur de bureau tel ce Mac Mini qui peut rester en permanence allumé et branché au réseau. Au préalable, il convient de se rendre dans les préférences système et sélectionner le partage sur le Mac faisant office de serveur, puis activer le partage de fichiers et créer un dossier partagé où sera stocké là où les sauvegardes. Une fois le dossier créé, faites un clic droit à la souris sur celui-ci, puis sélectionnez Options avancées et cochez les cases Autoriser les utilisateurs invités et Partager en tant que destination de sauvegarde Time Machine. Sur chacun de vos Macs, de la famille ou du bureau, rendez-vous dans les préférences système et sélectionnez Time Machine. Cliquez sur Choisir un disque et sélectionnez le dossier partagé que vous avez créé sur votre serveur Time Machine. Tous les Macs connectés à votre réseau vont se sauvegarder automatiquement sur le disque externe sans vous ruiner. Voilà, vous savez tout comment sauvegarder en réseau via Time Machine. C'est fou ce qu'on peut faire avec un Mac finalement. On n'a plus besoin de time capsule. On passe au futur de l'impression 3D. Alors l'Eldorado annoncé, Mathieu, n'est pas vraiment arrivé, en tout cas sur l'usage de l'impression en 3D. Au début des années 2010, souvenez-vous, on annonçait monts et merveilles une révolution industrielle et écologique quand
on n'a pas dit assez, le plastique quand on l'utilise est possiblement recyclé voire recyclable. Bref, une révolution a été attendue. On se souvient d'un discours qui a beaucoup marqué les esprits. Regardez, c'était il y a 4 ou 5 ans, c'était Barack Obama en 2013 plus précisément, lors du discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, séquence nostalgie. Last year, we created our first Manufacturing Innovation Institute in Youngstown, Ohio. A once shuttered warehouse is now a state-of-the-art lab where new workers are mastering the 3D printing that has the potential to revolutionize the way we make almost everything. Jean-Louis, l'idée selon laquelle vraiment l'impression 3D, ça va faire revenir les usines de Chine aux États-Unis ou en Europe, réduire la distance des transports de marchandises, on pouvait y croire, mais on est un peu revenu aujourd'hui. Hein. Non, ça va se faire, mais lentement, puis pas avec l'enthousiasme et la dimension spectaculaire qu'on pouvait imaginer. Airbus a certaines pièces de rechange qui sont aujourd'hui imprimées en 3D en métal, alors avec des technologies modernes ou du plus ancien fruitage de poudre qu'on pourrait presque assimiler à l'impression 3D en allant vite. Seb, qui s'est engagé dans l'électroménager, donc qui est un leader mondial, à un critère de réparabilité de ces objets et qui ne va pas stocker toutes les pièces de ces petits objets à 20-30 euros et qui va les fabriquer en 3D. Et puis il y a un champion français qui s'appelle Prodway, le groupe Gorgé, qui est un groupe qui était plutôt dans le pétrole, qui a racheté la société d'André Yvalani, qui est un des pères de l'impression 3D, qui a été inventé en France. Le CNRS n'a pas déposé les brevets, donc ils sont tombés dans le domaine public. Hélas. Et cette société Prodway a des machines qui vont très vite, qui font ce qu'on appelle du fast manufacturing. Donc, par exemple, pour certains marchés comme les prothèses dentaires, des pièces de rechange, des pièces techniques, mécaniques fabriquées à la demande, peuvent produire des pièces très rapidement avec des qualités mécaniques extrêmement performantes. Et puis, dernier point, les matériaux type acier, type verre, type les matériaux mous, donc élastiques, et les tissus humains, la viande. Il y a un chercheur américain qui voulait fabriquer des muscles avec de l'impression 3D. Ça a été un peu long. Et finalement, le business model, c'est d'imprimer de la viande de façon beaucoup plus écologique que d'élever des vaches en Nouvelle-Zélande ou en Australie, avec des quantités d'eau astronomiques. Et là, on est vraiment dans des choses extrêmement étonnantes et intéressantes. Donc, il n'y a pas de limite. C'est presque de la science-fiction, mais qui devient une réalité. C'est ce qui se passe. Mais d'un point de vue industriel, on y est. C'est parti. Alors, Mathieu, sur quoi on travaille concrètement du côté de Dagoma aujourd'hui? Quelles seront les prochaines améliorations qui pourraient toucher peut-être le grand public ou dans les usages de tous les jours? J'ai lu en préparant cette émission qu'il fallait plus de matière, donc tu l'as dit, offrir un plus large choix de matières que l'on peut imprimer, c'est ça? Complètement. Alors, on travaille énormément sur les matières en ce moment. Tu parlais des matériaux flexibles il y a un instant. Voilà, ça c'est intégré à la gamme désormais. On va lancer des nouveaux matériaux là. Tu parlais du métallique, on parle du bois, on parle des matériaux un petit peu plus nobles. C'est prévu. Et voilà, donc c'est lancé, ça arrive. D'accord. Ça arrive. Après, aujourd'hui, le gros challenge, c'est plus de l'accompagnement, parce que c'est ce dont on a parlé pendant toute cette émission finalement. C'est comment je trouve une utilité et une performance, j'ai envie de dire, au travers de l'impression 3D. Voilà, donc notre gros challenge, c'est de concevoir des machines les plus simples possibles à utiliser pour que chacun puisse les prendre en main instantanément. Alors, on a vu que ça allait vraiment se généraliser dans plein de secteurs qu'on ne pouvait pas encore imaginer il y a quelques années. Alors, on a vu beaucoup de vidéos spectaculaires de construction, dans la construction d'immeubles, Stéphane notamment. On a vu un domaine que tu aimes beaucoup, Stéphane, c'est l'alimentaire, où a priori, là aussi, l'impression 3D aurait son mot à dire. On t'a pas beaucoup entendu, Stéphane, dans la deuxième partie de l'émission. Quel est un petit peu ton sentiment à l'orée de cette émission, justement, sur l'avenir de cette technologie qui semble quand même très prometteuse, il faut bien le dire. Elle est prometteuse parce que si on compare le retail classique qu'on connaît, voilà, on a un choix limité qui est limité à ce qu'il y a dans les rayons. La disponibilité, donc, est plutôt, quand on cherche une disponibilité, c'est plutôt lent. Le magasin, lui, il est ouvert 8 heures sur 24, 5 jours sur 7, voire 6 jours sur 7. Si on l'achète en ligne, il y a des frais de livraison, ou alors des frais de stationnement si on va en magasin. On est obligé de faire la queue, enfin voilà. Donc la customisation, elle est aussi rarement possible. Et donc, quand on additionne tout ça, l'impact environnemental, il est important. Mais bon, c'est comme ça depuis des années. L'impression 3D, c'est quasiment un choix illimité, avec une disponibilité instantanée, parce qu'il y a juste à imprimer. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les frais de livraison,
on les paye pas parce qu'on a l'imprimante chez soi. Les frais de stationnement, il y en a pas. Il Ou y a à pas de côté, queue, chez un etc. prestataire. Voilà, donc pour moi c'est sûr que c'est l'avenir. Mais c'est vrai que quand on écoute, on regarde tout ce qui est fait, moi j'ai un peu de mal. Pourtant j'adore ça. J'ai vu comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, j'ai vu des cellules, quelqu'un avec, je crois que c'est le projet qui s'appelle Veggie, où donc à partir de cellules souches de vaches, on peut recréer de la viande. C'est-à-dire que c'est de la viande qui serait compatible pour les véganes. C'est ça. Formidable. On en a perdu du coup, Stéphane. Le secteur de l'espace, en tout cas, s'intéresse grandement également. On a vu les déclarations d'Elon Musk qui veut conquérir, coloniser la Lune, puis coloniser également Mars. Et là, ce seraient des imprimantes 3D qui seraient déployées. Donc ça ouvre quand même de nouveaux champs, de nouveaux horizons. C'est assez étonnant quand même. Ouais, bon, ça prendra du temps. Je pense que c'est vraiment ce qu'on aura retenu de cette émission. D'ailleurs, tu pourrais imaginer que dans quelques années, on arrive à faire ça. Avec une imprimante, c'est-à-dire d'arriver à faire même les circuits électroniques, la partie de la batterie, parce qu'on commence à faire les circuits électroniques, il y a des choses qui commencent, mais voilà, on sent qu'on est aux prémices, et quand on voit de là où on est parti, parce que ça existe depuis quand même assez longtemps, ces imprimantes 3D, on se dit que l'avenir est assez cool. C'est assez cool, et peut-être qu'on aura des... Bon, en tout cas, c'est dans les scénarios de départ en disant, voilà, ça va permettre de changer la manière de consommer, d'acheter moins des objets jetables et plus des objets qu'on utilise au quotidien. Ça peut vraiment changer la philosophie, la manière dont le rapport qu'on a aux objets, c'est assez passionnant. On aura l'occasion d'y revenir dès que les nouvelles technos sont dispo. Tu viens de nous présenter dans l'émission, avec plaisir, Mathieu. Et puis surtout quand ça va aller plus vite, parce qu'on a vraiment hâte de voir comment on peut accélérer le process et on va aller toujours plus vite et toujours plus de qualité. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence avec Stéphane. J'ai un coup de cœur qui s'appelle Volterman. Volterman, c'est un portefeuille qui vient de lever près de 3 millions de dollars sur Indiegogo, qui permet de charger son téléphone sans contact, en wireless, parce qu'il a la technologie Qi intégrée. Ça veut dire qu'il y a une batterie dedans, dans le portefeuille ? Oui, mais tu vas voir. Donc, je vais te dire, tout ce qu'il y a dedans, tu vas tout de suite l'acheter. C'est ça c'est un truc de dingue. On te le vole, tu sais où il est mondialement prévu, tu sais où il est à l'instant T. Si quelqu'un l'ouvre, il y a une photo qui se déclenche et tu sais qui a ton téléphone. Non, c'est pas possible. Mais si. Attends, j'ai pas terminé. Tu sais qu'il peut te servir d'hotspot Wi-Fi aussi. Ouais, mais il pèse 2 kilos ton portefeuille. Non, t'as pas les valises qui vont avec. Mais non, mais sérieux, il vaut $139. Et il rend tellement de services que tu oublies qu'il t'a coûté $139 parce qu'il est très joli. Mais il a été imprimé en 3D, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment produit ce truc ou ça va vraiment sortir ? C'est prévu pour quand ? Il est vraiment sorti. Non, mais il y a plein de sites comme Mashable, etc. qui en ont parlé. Tout le monde l'attend avec impatience au mois de mai 2019. Et je peux vous assurer d'un truc. Moi, dès que je l'aurai, je vous le montrerai et comme ça, vous verrez. Donc, tu l'as précommandé, vous l'aurez compris. Bien évidemment. Mais sérieux, quand j'ai vu, en fait, ça symbolise un truc. C'est aujourd'hui, on peut tout se permettre à partir d'un objet qui est du quotidien et ils l'ont modernisé avec tous les petits inconvénients et les petits avantages qu'on pourrait l'avoir. Et aujourd'hui, il peut même remplacer le sacro-saint sac à main des dames. Ah ouais, ça j'y crois beaucoup moins. Mais bon, ça me ferait... Ou des messieurs, mais je ferais de belles économies, mais j'y crois beaucoup moins. Virgile, ton coup de cœur cette semaine ? Alors, mon coup de cœur cette semaine, c'est Too Good To Go. C'est une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui répertorie en gros tous les invendus, que ce soit dans les boulangeries ou dans les magasins. Et du coup, c'est plutôt pratique pour bien manger à un prix assez réduit. Bien, merci Virgile. En plateau avec Didier, ton coup de cœur cette semaine ? Écoute, je pense qu'il fallait qu'on parle quand même de Sculteo, qui est une de nos pépites françaises, quand même, il faut bien le dire, qu'on trouvait aussi leur cœur de métier. Ils font essentiellement du B2B, c'est moins grand public que ce qu'ils espéraient peut-être au début, mais en tout cas, le grand public peut soumettre aujourd'hui des objets 3D et les faire imprimer avec une super finition. Alors, ça coûte quand même un petit peu d'argent, comme quand tu achètes un bel objet, mais c'est vrai que ça peut être un objet que tu as créé toi, que tu as scanné, etc. Et tu as beaucoup de choix de matière, tu peux même faire des bijoux pour ta copine, ils ont un choix vraiment énorme. Et puis, tu fais des bijoux, toi ? Moi, je n'ai pas encore fait, mais c'est vrai que quand on me l'a présenté, c'était assez convaincant de se dire tiens, je peux avoir un bijou personnalisé, tu vois, avec tes initiales dedans, avec des petites choses comme ça. Donc ouais, assez sympa. Allez voir ce qu'ils font. Je crois qu'il y a des applis iOS, il y a un site qui est très bien fait aussi, qui vous permet aussi de voir si vos modèles sont cohérents, qui peuvent être imprimés ou pas, parce qu'on ne peut pas tout imprimer non plus. Et c'est français, monsieur. Bien. Merci Didier. Jean-Louis, de ton côté, ton coup de cœur ? Alors mon coup de cœur, c'est un état d'esprit. Le drone Parrot Anafi est sorti il y a plus de 6 mois maintenant. On a beaucoup aimé. Super produit.
Et régulièrement, l'appli évolue. On arrive à la 6.4 qui fait plus, mieux. Et j'adore, parce que ça me rappelle Apple, ces boîtes qui ne vous lâchent pas et qui vous donnent toujours plus en donnant plus, en investissant en permanence sur l'application. Ça vous aide à redécouvrir l'objet. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Apple était un petit peu comme ça. Donc, de nouvelles fonctionnalités qui arrivent régulièrement dans l'application. Tu peux donner une ou deux, par exemple, d'applications ? L'amélioration générale, notamment côté photo, parce que c'est le drone le meilleur en photo. Et puis des fonctions un peu drôles de panorama, de tunnels inversés, qui sont vraiment étonnantes et qui permettent de faire comme du QuickTime VR avec un drone autour d'un paysage. C'est assez étonnant à explorer. Et c'est la surprise puisque c'était pas prévu au départ, quoi. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit que j'aime beaucoup. Merci Jean-Louis. Mathieu, de ton côté, qu'est-ce que tu nous prépares dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent du côté de Dagobert? Moi, que tu as un coup de cœur. Alors, je ne vais pas parler de Dago dans mon coup de cœur, mais je vais parler d'une association qui s'appelle Enable, et qui est une asso française, mais maintenant développée mondiale. Ouais. Et en fait, quand vous avez une imprimante 3D et que vous avez un petit peu de temps, vous pouvez fabriquer des mains pour les enfants ou les personnes qui ont été amputées ou qui n'ont pas eu de main, des prothèses de main. Un vrai créneau pour l'impression 3D. Et donc, c'est assez génial. Et donc, voilà, j'avais envie d'en parler et de faire savoir que Enable existe et qui sont contactables. Donc, c'est e-nable.fr. Ouais, car d'ordinaire, les prothèses, ça coûte très cher et l'impression 3D permet justement de réduire les coûts considérablement. En fait, les enfants, ils grandissent très vite. Il faut les changer. Il faut changer, voilà. Bien sûr. Pour vous donner un ordre d'idée de prix pour une prothèse, ça va être 750 grammes de filament. Donc l'équivalent de 3 fois cette bobine. Donc 27 €. Oui, alors en fait, quand c'est acheté en bobine plus grande, c'est même un peu moins cher, donc ça va être 25 €. Ouais, d'accord, donc ça ouvre vraiment des perspectives assez étonnantes. Bien, de mon côté, un petit coup de cœur, plutôt une petite larme qu'on verse suite à la disparition de Karl Lagerfeld, qui était un grand fan d'Apple. On le croisait, le terme est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'on entendait souvent parler de lui. C'était un grand fan de la marque, un grand fan de l'iPod, déjà du temps de l'iPod où il accumulait quasiment des iPods pour différents styles de musique. C'était assez impressionnant. On avait discuté avec son assistant à l'époque. C'était aussi un fan de l'iPhone, un grand fan de photos et du Mac en particulier. Donc on pense tout simplement à lui. C'est une marque et c'est un personnage que tu as bien connu également, Stéphane. Bien, peut-être pas exagéré, mais c'est vrai que quand il a lancé sa marque propre et ses boutiques, une des choses qu'il a tout de suite insisté, on était encore en 2011, 2012, il voulait qu'il y ait des applications dans ses boutiques pour se prendre en photo. Aujourd'hui, ça paraît banal de se prendre et donc il fallait absolument qu'il y ait ça. Donc c'était des iPads. Quand le lancement de sa marque, il a invité tout un tas de people pour un dîner. Une des choses auxquelles il avait insisté, c'est qu'il y avait un iPad avec une icône dessus. Cette icône lançait une vidéo pour présenter pourquoi il se lançait là-dedans. Et tout le monde repartait avec l'iPad. Je ne vous cache pas que pour personnaliser plus de 100 iPads, ça a pris, je pense que c'est un des travaux les plus lourds et les plus longs qui ont été faits jusqu'à présent et que je ne referai plus jamais. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui adorait la marque. Et franchement, j'ai toujours été très surpris de savoir son nombre d'iPhone, son nombre d'iPod, que la musique et ses playlists étaient millimétrées toute l'année pour pouvoir organiser ces défilés et ces événements-là. Et c'est vrai que sans la marque, je pense que sans Apple, ça aurait été bien différent. Ça aurait été différent. Ouais. Voilà. J'avais rencontré son assistant lors du lancement de l'Apple Watch, parce Apple avait fait un event chez College, je me souviens. On est entre nous, on peut raconter des histoires. Il y a 3 ou 4 ans, c'était pas loin, Didier, ce jour-là. Et on avait discuté un peu avec lui. Et on avait carrément dit, mais tu crois qu'il pourrait venir dans l'émission? Et on n'avait pas osé à l'époque. Voilà. On se disait, Karl Lagerfeld, on refait le Mac, peut-être que c'est pas... Voilà, je sais pas. Et en fait, on aurait dû. Je regrette fortement. Aujourd'hui, c'est la fin de ce 323e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. On va essayer de revenir un peu plus sur les produits d'Apple. On va revenir sur l'iPhone 16. On va essayer de le comparer à la concurrence du côté d'Android. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner tout simplement à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine, messieurs. Non, pas tous, mais en tout cas, merci d'être venus pour ceux qui sont là et invités. Et quant à vous, à la semaine prochaine, bien sûr. Bonsoir, à bientôt.